La cabane de l'horreur. Votre dose de frissons. Ce soir, l'ennui est présente. Je ne sais pas quoi faire et dans le couloir, c'est calme. Pour vous donner un peu de contexte, je travaille comme surveillante dans l'internat d'un lycée. Mes tâches sont très simples. Le matin, je réveille chaque étudiant et m'assure que tout le monde va à la cantine pour prendre le petit déjeuner, pour ensuite aller en cours. Le soir, c'est presque la même chose, mais dans le sens inverse. Je m'assure d'abord que chaque étudiant soit encore en cours ou en études, suivant sa classe et son âge, puis tout le monde va à la cantine à 19h pour dîner et c'est le retour final aux chambres. Chacun fait ce qu'il veut, mais les lumières doivent être éteintes à 22h. Il est vrai que je n'ai jamais rencontré de problème ici. L'internat est plutôt petit car c'est un lycée très sélectif. J'ai à ma charge peu d'élèves en fin de compte. Je suis également aidée le soir par un autre surveillant. Comme je suis une femme, je surveille les tâches des filles, et mon collègue, qui est un homme, surveille les tâches des garçons, qui est juste au-dessus du mien. Je comprends le directeur sur ce choix, mais c'est un peu vieux jeu. L'inverse ne m'aurait pas dérangé. Il est maintenant 22h. Je me dirige vers mon étage et mon collègue dans le sien. Notre surveillance se finit vers minuit. Un agent de sécurité vient ensuite pour prendre la relève jusqu'à 6h du matin. Dans notre contrat, il est indiqué qu'on doit rester dans nos couloirs respectifs pendant ces 2 longues heures. Je commence donc à surveiller le couloir. Interviens dans l'une des chambres si c'est nécessaire. Une demi-heure se passe et le couloir est calme. C'est maintenant que l'ennui commence. Mais bon, après ces quelques semaines, j'ai appris à m'occuper. Avec mon collègue, on se parle avec les talkie-walkie que Monsieur Miller, le directeur, nous a fournis. On parle un peu de tout, surtout de rien. Mon collègue me fait souvent part de ce qu'il se passe dans le couloir des garçons, qui est assez mouvementé, de ce que je peux comprendre. Je dois donc attendre un peu avant qu'il me contacte. J'attends pendant quelques minutes et mon talkie-walkie se déclenche. Rim, t'es là ? Je porte le talkie-walkie près de ma bouche et réponds. Raphaël ? Oui, je suis là, je t'attendais. Parfait, tu ne sais pas ce que Maxime m'a fait subir, je te jure. Qu'est-ce qu'il a fait encore ? Raphaël me raconte donc un accident qui s'est passé dans l'une des chambres. Apparemment, cet élève en question avait une cigarette à la main au moment où mon collègue passait dans les chambres. Il avait également senti une odeur plus que suspicieuse. Qu'est-ce que tu as fait du coup ? Heureusement pour lui, c'était juste de la nicotine. J'ai éteint la cigarette et je l'ai jetée par la fenêtre. Il m'a dit que c'est un gars de terminale qui lui avait donné, mais il ne veut pas dire de nom. J'ai prévenu le directeur par message, mais il ne m'a pas encore répondu. Il doit sûrement dormir à cette heure-ci. J'en parlerai à l'agent de sécurité quand il arrivera. Pendant qu'on parle, je marche dans les couloirs. Je passe devant les fenêtres et regarde la forêt qui entoure le lycée. Cette forêt a une histoire. C'était un lieu très utilisé au XVIIe siècle pour des rituels. Les faits qui ont été rapportés ont des similitudes avec ce qu'il s'est passé à Salem, durant le procès des sorcières. Il faut bien connaître la forêt ici. On pourrait s'y perdre facilement. Il y a eu une série de disparitions ces dernières années. Des personnes qui voulaient visiter la forêt n'en sont jamais revenues. La police a retrouvé des objets des disparus dans la forêt, ce qui laisse donc penser qu'il y a un lien avec ça. Peut-être qu'il y a un animal qui se cache dans la forêt, genre un Wendigo. Des élèves disent d'ailleurs que, si tu vas assez profond dans la forêt, tu peux trouver la porte qui mène directement en enfer. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si j'ai choisi un poste de surveillante dans ce lycée. Mes parents l'ont été également, et ils font partie des disparus de la forêt. Du jour au lendemain, je n'avais plus de parents. Cette histoire s'est passée quand j'avais environ 6 ans, j'en ai actuellement 24. J'ai été ensuite hébergée chez une amie à ma mère qui s'est très bien occupée de moi. Ma vie a suivi son cours normalement par la suite. Enfin, normalement pour une fille qui venait de perdre ses parents. Les 4 premiers mois ont été les plus durs. Je faisais le même cauchemar en boucle. Je faisais une balade dans la forêt avec mes parents comme on pouvait le faire habituellement,
et puis d'un coup, une porte apparaissait devant eux et les absorbait. Je pleurais pendant des heures après ça. Je me calmais uniquement quand l'ami de ma mère venait à mon chevet. Et les cauchemars sont partis d'un coup, comme ils sont venus. J'ai toujours espéré trouver des indices, ou les voir réapparaître. Peut-être que j'allais les revoir pendant que je faisais ma surveillance, mais ça n'est jamais arrivé. Plusieurs agents de police ont été sur l'affaire des disparus de la forêt. Oui, je dis plusieurs, car cette histoire dure depuis des années. Je ne sais pas combien de temps exactement, mais assez pour dire que pas mal de pistes ont été explorées, mais en vain. Les dernières personnes qui les ont vus sont des anciens étudiants, car oui, ils étaient de surveillance le soir également, comme je le suis actuellement. Quand ils travaillaient de nuit, j'étais soit gardée par une nourrice, ou je dormais chez mes grands-parents. Les seuls indices qui les concernent sont identiques à ceux des autres victimes. Leurs vêtements ont été retrouvés dans la forêt. La police a donc supposé qu'ils étaient partis du lycée pendant leur surveillance, trop attirés l'un par l'autre pour continuer leur travail, et que peut-être, un animal s'en était pris à eux. Je finis donc par quitter les fenêtres et me dirige au bout du couloir. Je vois plusieurs étagères avec différents trophées gagnés au fur et à mesure des années. Il y a des trophées pour des événements sportifs, scientifiques, littéraires, etc. À force de les regarder, je commence à les connaître par cœur. Il y en a précisément 13, tous gagnés à des années différentes. Le plus vieux trophée date de 1957. Ils sont tous recouverts d'une cloche fixée sur l'étagère, au cas où quelqu'un penserait à les voler. Je les admire tous un par un, ils sont magnifiques. Je passe mon doigt sur les cloches, comme si j'espérais faire apparaître quelque chose. Au moment où j'atteins le 3e trophée, je vois quelque chose qui est incrusté au mur de l'étagère. Ça a une forme ronde, comme si c'était un bouton. Je reprends alors mon talkie-walkie. « Raphaël, je viens de trouver quelque chose. » Il me répond immédiatement. « Qu'est-ce que c'est ?»« Tu te rappelles de la bibliothèque qu'il y a dans mon couloir, celle où il y a les trophées ?»« Oui, bien sûr. »« Il faut que tu viennes. Il faut que tu vois ça de plus près. »« Ok, laisse-moi quelques minutes. Je finis ma ronde et j'arrive. » Notre connexion est ensuite coupée. Je fixe le bouton sans oser le toucher. J'entends ensuite des pas dans les escaliers au bout du couloir. Je me retourne et vois Raphaël. Il marche rapidement et me rejoint près de la bibliothèque. « Bon, tu voulais me montrer quoi ?» me demande-t-il. « Regarde, ça ressemble à un bouton, on est d'accord ?» lui répondais-je. Raphaël se rapproche et admire le bouton incrusté dans l'étagère. « Pour moi, c'est bien un bouton. Tu as essayé d'appuyer ?» Non, je voulais que tu regardes avec moi. Tu veux que je le fasse ? Oui, si ça te dérange pas. Raphaël rapproche sa main et appuie sur le bouton, et c'en est bien un. Au début, il n'y a rien. On regarde la bibliothèque. Je dis donc. Il faut peut-être le faire plusieurs fois. Raphaël enlève sa main pour laisser place à la mienne, mais je n'ai pas le temps de faire quoi que ce soit car la bibliothèque bouge. Elle s'ouvre en deux comme une double porte. Je me mets derrière Raphaël pour me cacher. La bibliothèque est ouverte. On ne voit pas directement ce qu'il se cache derrière. La pièce est plongée dans le noir. Raphaël sort son téléphone de sa poche et active la lampe torche. De loin, on voit d'autres bibliothèques remplies de livres et de babioles en tout genre. « Tu penses qu'on devrait rentrer ?» demande mon collègue. « Tant qu'on est là, on peut toujours voir ce qu'il se cache à l'intérieur. Ce sont peut-être des archives du lycée, il doit avoir des vieux trucs. » Raphaël me regarde, d'un air de demander si je suis sûre de ma réponse. Je lui assure que oui en lui faisant un grand sourire. On avance ensemble, mais je reste quand même derrière lui. Quand on rentre dans la pièce cachée, je remarque qu'il y a une corde accrochée au plafond. Je tire dessus et une lumière jaune éclaire la pièce. Raphaël éteint alors la lampe torche de son téléphone. Ce qu'on voit autour de nous a l'air de venir d'une autre époque. Les meubles sont vieux et remplis de poussière. Je ne pourrais pas dire de quelle époque datent-ils, mais je peux vous assurer qu'ils sont beaucoup plus vieux que moi. Je me dirige naturellement vers une bibliothèque et Raphaël vers une autre. J'examine les couvertures des livres, mais aucun des titres ne me parle. Même si je ne suis pas une grande lectrice, je connais tout de même les plus populaires. Mes parents étaient des avides lecteurs. Chaque recoin de la maison était rempli de piles à lire en tout genre. Petite, je passais mon temps à déchiffrer les titres, même si je ne savais pas lire. Ça leur a donné espoir sur le fait que j'allais devenir une lectrice comme eux, mais c'était raté. « Rime, viens voir !»
C'est Raphaël qui me parle. Je me retourne donc. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vois à son visage que quelque chose cloche. Raphaël, ça va ? Rime, viens s'il te plaît. Je me dirige vers lui. Une fois à sa hauteur, je lui demande. Tu as trouvé quelque chose ? Regarde les titres de ces livres. Raphaël se recule de la bibliothèque pour me laisser de la place. Je regarde alors le dos des livres. C'est en lisant les titres que je comprends pourquoi Raphaël a peur. Ce sont tous des livres en rapport aux sorcières, aux démons et rituels en tout genre. Comment des livres de ce genre-là ont pu finir ici ? Et ce n'est pas fini. Le pire reste à venir. Les livres qu'il y a sur l'étagère du dessus sont des livres de recettes, mais pas ceux qu'on peut trouver en librairie classique. Ce sont des livres qui montrent comment cuisiner de la viande humaine, sous toutes ses formes. Je ne comprends pas. C'est quoi cette pièce cachée ? Demandai-je à Raphaël. Je ne sais pas, mais je pense qu'on doit vite partir d'ici, me répond-il. Au même moment où on allait se décider à partir, on entend des voix. Elles ne sont pas claires au début, elles ont l'air d'être lointaines. Raphaël a le regard fixé sur une autre porte que je n'avais pas vue quand nous sommes rentrés dans cette pièce. Je crois que ça vient de là, me dit-il. Raphaël me quitte et se dirige vers cette porte. Je reste figé à côté de la bibliothèque. Il colle ensuite son oreille sur la porte. Mais avant qu'il n'ait le temps d'écouter quoi que ce soit, elle s'ouvre en grand et une main prend Raphaël. Il appelle à l'aide, mais je ne peux rien faire. Je recule pour m'échapper de cette pièce. Au moment où je me dirige vers la double porte, quelqu'un la bloque. Rime, tu ne vas pas aller bien loin, c'est trop tard. Je reconnais ce type, c'est le directeur. Quoi ? Monsieur Miller, vous me faites peur. Ne t'inquiète pas, ça va être rapide. Et puis, tu ne seras pas seul, ils sont tous là. De quoi vous parlez ? Tu sais très bien de quoi je parle. Je n'ai pas le temps de dire quelque chose d'autre, car je sens quelqu'un me piquer avec une aiguille. Tout devient noir ensuite. Quelques jours plus tard, le détective Charles Adams gère l'affaire des disparus de la forêt. 2 personnes ont disparu, encore une fois. 2 surveillants du lycée. Des élèves jurent avoir entendu des cris la nuit dernière, sauf qu'ils ne venaient pas de la forêt, mais du lycée lui-même. C'est d'ailleurs l'un des étudiants qui a appelé les autorités. Le détective Adams a une théorie en tête depuis des années, celle qui dit que toutes les disparitions ont un rapport avec ce lycée, et non avec la forêt. Il est actuellement dans le couloir où se déroulait la surveillance de Rime Baxter. Il a fait le tour plusieurs fois sans rien trouver, mais il est persuadé que quelque chose s'est passé dans ce couloir la nuit dernière. Adams entend son téléphone sonner, c'est son partenaire qui le contacte. Donovan ? Oui Adams, c'est moi, on a trouvé des indices. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Mila vient de trouver des vêtements dans la forêt qui pourraient appartenir aux 2 surveillants. Il semblerait qu'ils sont sortis de l'établissement. Dis, tu es encore au lycée ? Oui, t'inquiète pas, j'arrive. Tu es toujours sur la même piste depuis des années. Mec, il faut que tu arrêtes. Le bouton est toujours là. Oui, et il le restera pour toujours. Et rappelle-moi, qu'est-ce qui s'est passé les fois où tu as appuyé dessus ? La réponse du détective est toujours la même. Rien. Rien ne s'est passé. Sors de ce lycée et viens nous aider. Adams coupe ensuite son téléphone et sort du lycée, en ignorant les victimes qui se cachent derrière la porte. C'est une nouvelle histoire qui s'achève, ou presque. En espérant que votre courage ne s'est pas envolé et qu'aucun esprit n'ait pris place chez vous, je vous laisse ici. À bientôt.